qui a lieu du 11 septembre au 13 octobre ici au château de Grouchy, au musée Tournelay, vous présente un peintre qui a travaillé à Osny on pense de 1897 à 1900, jusqu'à sa mort, où il est mort à Osny, jusqu'à 1933, et qui est Victor Legaube, qui est un peintre qui est tombé un petit peu dans l'oubli aujourd'hui. C'est un peintre qui est dans le Bénézite, dans le grand dictionnaire des peintres et des sculpteurs français, et qui a exposé au Salon avant la guerre de 14, et qui est un artiste que nous allons vous faire découvrir, qui est très éclectique, très érudit aussi, et qui a abordé donc par son éclectisme beaucoup de genres différents, et également, on va le voir, des éléments épistolaires ou des recherches historiques. Victor Legaube était entre autres paysagiste, et il arrive à Osny quelques années après des peintres beaucoup plus célèbres, des peintres notamment des peintres impressionnistes, comme dont les plus connus sont Gauguin, Pissarro et Cézanne aussi, qui ont travaillé à Osny. Nous sommes près évidemment de la vallée de l'Oise, avec les peintres, on peut penser à Auvers-sur-Oise, tous ces lieux où les impressionnistes ont planté leur chevalet. Et il va peindre également, d'après nature, beaucoup de paysages d'Osny. Il acquiert en 1900 une propriété qui est près du château de Grouchy, qui est intitulée le Petit Château. Il va la restaurer, y construire un atelier, garder un appartement aussi à Paris, puisqu'il est tout près de la butte Montmartre, où il a reçu une partie de sa formation. Et il va donc peindre vraiment sur le motif, parfois dans un esprit qui est parfois très impressionniste, des tableaux de cette région du Vexin, tout à fait sincères et souvent très enlevés, dans un style qui est très spontané. Alors Victor Legaube était aussi, je le disais au départ, quelqu'un de très érudit. Il avait reçu une instruction très soignée, comme on pouvait souvent les recevoir à l'époque lorsqu'on suivait des études classiques. Et il avait un excellent niveau en latin, si bien que il a fait aussi des recherches importantes aux archives sur sa famille, puisque de tradition, dans sa famille, on disait qu'il avait un ancêtre notamment qui avait été archevêque, alors pas un ancêtre direct, c'est un archevêque, mais archevêque de Rouen au début du XIIIe siècle. Et partant de là, il fit des recherches aux archives, ce qui n'était pas très facile à l'époque, puisqu'on n'avait pas les moyens dont on dispose aujourd'hui. Donc plusieurs archives nationales, et dans les communautés d'origine normande, dans les départements de Normandie. Et il fit des découvertes et acquit, alors à tort ou à raison, des certitudes et tout du moins la conviction qui lui a permis d'établir un arbre généalogique et des illustrations pour réaliser un livre de famille extrêmement illustré de manière assez luxueuse, avec de belles illustrations, et également dans ses activités, puisqu'il était aussi sculpteur sur bois et aussi sur pierre, mais là, ce que nous avons dans l'exposition sont essentiellement des sculptures sur bois. Il était également peintre héraldique, et donc ce qui demande de maîtriser un vocabulaire un petit peu complexe, qui est le vocabulaire de l'héraldique, qui est la science du blason, vous savez, et qui est un vocabulaire qui était utilisé, c'était celui du XIIIe siècle en fait. Et ça, bon, c'est un métier aussi un peu à part, en quelque sorte, qu'il maîtrisait bien. Donc là, nous avons des réalisations qui sont plus ce que l'on pourrait appeler parfois des pastiches. Il faisait beaucoup d'encadrement aussi, des cadres qu'il inventait, réalisait lui-même, dont ce beau cadre-là qui s'inspire des motifs de la première Renaissance française, disons, tels qu'on pouvait les réaliser au moment du retour d'Italie, des guerres d'Italie, c'est-à-dire à l'époque de Louis XII et de François Ier.
se dénommer Petit Château, c'est-à-dire cette propriété qu'il a acquis à Osny en 1900. On pense qu'il l'habitait déjà avant, probablement en tant que locataire, mais une fois qu'il se devint sa propriété, il décora l'intérieur avec soin et différentes pièces, et notamment là nous avons un élément qui fait partie de cette maison, c'est-à-dire le porte-clés de la maison, et ça montre, c'est un artiste qui a aussi beaucoup d'humour, et c'est ça qui est très amusant à découvrir dans ses carnets à dessin, dans certains objets, c'est le regard qu'il a sur le monde et ses contemporains. Et ce porte-clés, en fait, montre en élément central la figure de Saint-Pierre, qui est le gardien des clés du paradis. Donc il y a une inscription en latin qui indique ce que je viens de dire en latin, et le terme qui est aussi sur des petites plaques en ivoire indique que Saint-Pierre est le clavier. Le clavier, c'est en fait un ancien mot du vieux français qui veut dire le porteur de clés. Et d'ailleurs, le clavier d'un instrument de musique vient de là, puisque le clavier réunit toutes les clés du solfège. Et donc, on a également les pitons qui servaient à accueillir les clés. Alors, on a les différentes destinations, la poterne, etc. de sa maison. Et puis ici, il y a des petites clés. Il y a la clé des cœurs qui est là, qui reste à prendre. La clé des chants qui est déjà prise, donc il n'y en a pas. Et il y a la clé des songes, la cléopâtre, voilà, qui est un petit jeu de mots qui montre l'humour de l'artiste qu'on retrouve sur de nombreux autres éléments. Alors, de Saint-Pierre, on passe à Saint-Warniol. Saint-Warniol, c'est un bon nom breton, un prénom breton. C'est l'équivalent d'Hervé, en réalité. En français, c'est Saint-Hervé. Alors, l'artiste réalise plusieurs voyages en Bretagne où il va peindre, il aime beaucoup ces lieux, bien qu'il soit normand, qu'il fût normand. Et Saint-Warniol, en fait, est représenté avec ses attributs. Alors, il a non pas un bâton pèlerin, mais une canne d'aveugle, parce que Saint-Warniol est né aveugle, et un de ses attributs, c'est un loup. Parce que dans la légende de Saint-Warniol, un loup dévora son chien d'aveugle, et Saint-Warniol, par une intervention miraculeuse, força le loup à devenir son guide, en fait, son chien, son guide d'aveugle. Donc là, c'est une sculpture qui est représentée un petit peu dans l'esprit aussi de l'art populaire. C'est une chose qu'apprécie beaucoup l'artiste, c'est les arts populaires régionaux, et vraiment à s'y méprendre. Il représente une sculpture dans le style du XVIe ou du tournant du XVIIe siècle, tel qu'on peut en voir encore dans certaines églises lorsqu'elles subsistent. Alors, ce beau miroir aussi, finement sculpté en bois, est également on peut appeler ça, c'est pas péjoratif, mais un pastiche néo-renaissance qui représente des rinceaux. Donc ce sont des éléments que l'artiste a inventés, mais en s'inspirant d'éléments de la Renaissance, des rinceaux et d'éléments végétaux tels qu'on le rencontrait à cette époque-là, tout autant d'inspiration italienne en fait, mais tel qu'on le trouve aussi dans l'art français au XVIe siècle. Alors, il y a aussi un objet qui est très amusant dans cette vitrine, c'est un chat casse-noisette. Donc l'artiste a réalisé toujours pour sa décoration de la maison d'Osny, qui avait table ouverte, où il y avait très fréquemment des hôtes qui venaient, ce qu'on pourrait parler de l'art de la table, un chat dont ici il manque la mâchoire inférieure, mais qui servait de casse-noisette ou de casse-noix. C'est peut-être un peu petit pour un casse-noix, et ce chat est très amusant avec la représentation aussi très fine de ses poils. Alors Victor Lebeau était normand d'origine, il est né à Montivilliers, de parents tous les deux normands, de côté de sa mère d'une famille havraise qui comportait dans sa famille des marins
et également des hommes d'affaires liés aux activités portuaires du Havre. Et puis du côté de son père, il était cauchois, originaire de la région de Fécamp, du littoral. Et il a un attrait particulier aussi pour la mer, donc il va voyager de temps en temps, enfin tous les ans d'ailleurs, en général, en Bretagne ou en Normandie, où il réalise des petites peintures, des petites marines que nous faisons découvrir dans cette exposition, réalisées d'après nature, où il y a un soin particulier qui est accordé au gréement du bateau, à la véracité de cette activité nautique, enfin, d'un bateau. Donc ce sont en général très souvent des chaloupes de pêche qui le représentent, tout du moins pour ce que l'on a là, sur des tout petits formats, sur bois, sur carton, et qui sont très sincères, aussi de facture un peu impressionniste. Alors l'artiste était aussi passionné d'art régional, que ce soit même dans le midi de la France, mais là nous avons des coffrets qu'il a réalisés. Alors, on ne sait pas si ce sont des pastiches ou des inventions dans l'esprit de l'art populaire cauchois. Donc ce sont des petits coffrets, dont un plus grand et un plus petit, pour des boîtes en fait, un petit peu décorés à l'intérieur parfois, et qui sont très soignés, et qui évidemment, il faut se remettre aussi à cette époque. Donc nous sommes aux alentours de 1900, soit à la fin du 19e siècle, mais où la révolution industrielle avait déjà détruit beaucoup d'activités populaires et régionales. Et l'artiste avait envie de se recréer ces objets-là pour son plaisir personnel en réalité. Alors ici il y a deux tableaux qui ont un petit peu le même thème, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a cette attirance pour une poésie qui consiste qui est la constatation en tout cas, ou la contemplation d'un contraste entre une ancienne demeure aristocratique qui est matérialisée par cette très belle cheminée, une cheminée telle qu'elle pourrait s'être construite au XVIIe siècle, et cette demeure, cette belle demeure qui en fait dont la gloire est passée et qui est devenue l'intérieur d'une ferme, puisqu'on voit des objets notamment des harnais à droite qui sont suspendus, ou des sacs qui nous renseignent sur l'activité agricole de ce bâtiment. Alors c'est un petit peu un thème, si on veut, qu'on peut retrouver chez des peintres du XVIIIe siècle comme Hubert Robert, c'est-à-dire qu'en fait ce qui nous touche aussi dans ce type de paysage, on peut dire, c'est cette évocation de la vanité des activités humaines, et notamment de l'orgueil qui passe avec le temps, puisque une ancienne demeure, peut-être seigneuriale, aristocratique dans le sens de l'excellence, si on veut, et dont la destination est passée. Et alors c'est un petit peu le même thème que l'on trouve sur ce bâtiment. Alors, si la peinture précédente, on ne sait pas, pour l'instant on n'est pas encore arrivé à identifier le lieu. Là on sait parfaitement où c'est à Auny, c'est une demeure qui existe encore, que l'on appelle la ferme d'en bas ou la ferme Noël, qui est pas très loin de l'église, et qui représente, telle qu'elle était à l'époque où Victor Lebeaube l'a peinte, c'est-à-dire aux alentours de 1900, c'était une ferme. Et on voit qu'il y a des petites tourelles aux angles qui existent toujours d'ailleurs, qui sont des tourelles à destination de la défense. Peut-être était-ce aussi une demeure. Alors en tout cas, on pense qu'elle remonte jusqu'au XIVe siècle. Cette tourelle-là, elle doit être
du 16e, et à l'époque c'était une ferme, et l'artiste a représenté, alors là peut-être dans ses paysages il peint souvent avec une matière empâtée, parce qu'il peint parfois très rapidement en une seule séance, sans attendre que la couche picturale sèche. Là il y a beaucoup de détails qui me fait penser qu'elle a été faite en plusieurs séances, d'après nature bien sûr, et il y a tous les outils qui sont nécessaires au fonctionnement d'une ferme, c'est-à-dire des échelles, une cloche, des récipients de toutes sortes, des cages, une pompe à eau, donc des cages pour isoler une volaille ou des cages pour les pigeons, et puis un tas de fumier au centre de la cour sur lequel picorent joyeusement des poules. Alors là nous sommes dans le coin des natures mortes, et par ordre chronologique la plus ancienne est cette grande nature morte, puisqu'on sait qu'elle a été peinte dans l'atelier de Cormon. Cormon étant un peintre à succès à l'époque, donc dans les années 1880, qui avait ouvert un atelier donc ce qu'on qualifierait aujourd'hui une école, mais en réalité à l'époque on se formait auprès de peintres sur la butte Montmartre, et puis après il a déménagé au pied de la butte Montmartre. C'est notamment chez Cormon que, entre autres, Victor Lebeaube a été formé, et il a réalisé cette nature morte dans cet atelier, et c'est là aussi que, à peu près à la même époque, on ne sait pas s'ils se sont rencontrés ou se connaissaient ou se sont côtoyés, a été formé Toulouse-Lautrec, qui est resté dans l'atelier Cormon de 1882 à 1886. Et donc Victor Lebeaube, lui, habitait tout près de la butte Montmartre, et donc il a participé à toute cette ambiance, certainement, en tout cas il en a-t-il été témoin, il a dû en profiter, et cette grande richesse qu'il y avait à Montmartre, où tant d'artistes se rencontraient, habitaient, discutaient dans les cafés, parlant d'art, et où ce courant novateur, c'est là aussi qu'en partie, on ne peut pas dire que l'impressionnisme soit né là, mais c'est là aussi où les idées s'y sont développées. Ici, selon moi aussi, c'est une nature morte extrêmement classique et qui est très intéressante, parce que si on a bien y regardé, l'artiste montre vraiment, alors le thème c'est l'œuf et l'essence même des objets. C'est-à-dire qu'en fait on a la possibilité qui est montrée de différentes couleurs possibles sur la coquille de l'œuf, est indiquée aussi sa fragilité, puisqu'on voit qu'il a été cassé, et son contenant, c'est-à-dire l'œuf cru qui s'est répandu par terre, en opposition avec sa destination, qui est la destination d'un œuf alimentaire, et sa cuisson, que l'on voit et à côté d'ustensiles qui servent à sa consommation, c'est-à-dire de l'huile pour le cuire et un petit poêlon pour également le cuire. Alors dans ces natures mortes, Victor Lebeaube est beaucoup plus classique que dans ses paysages. C'est assez logique, puisque dans les paysages on peint dans l'urgence d'une lumière changeante, et on essaye de saisir en fait l'instant. Alors que pour les natures mortes, on est dans l'intimité de l'atelier, et on a le temps devant soi. Souvent, les ateliers en général, et surtout à l'époque, étaient orientés vers le nord, donc avec une lumière qui évolue relativement peu. Et pourquoi est-il classique dans ses compositions? Eh bien, on le voit non seulement parfois sur les thèmes. Ici, on peut aussi parler de la composition, comme pour la nature morte faite chez Cormon. On a une composition pyramidale, ce qui est assez classique. On retrouve souvent dans le classicisme français. On peut penser au portrait de Richelieu par Philippe de Champaigne. Et aussi, cette composition pyramidale ici est équilibrée par une pyramide inversée qui est créée par l'angle de la table, et dans une perspective plus ouverte, moindre, par la ligne continue que forment les oignons. Là, c'est la même chose. Il y a un certain classicisme dans cette nature morte. D'abord par ce rebord que l'on retrouve aussi sur la nature morte faite chez Cormon, ce rebord en pierre. C'est une chose que l'on trouve très souvent dans les natures mortes du XVIIe et XVIIIe siècle. On peut penser à Chardin. Très souvent, on voit ce type de support. Et puis les objets qui sont disposés avec soin. La ligne continue des prunes qui répondent à
un petit peu comme dans la nature morte qu'on a vu tout à l'heure, les pyramides inversées, avec la forme des feuilles qui sont à l'arrière-plan. Ces oppositions, ces contrastes, ce beau pot vernissé vert, on peut penser que ce pot va servir aussi à faire peut-être des prunes à l'eau de vie, je ne sais quoi, ou des prunes dans de l'eau sucrée, enfin et puis cette ligne qui est renforcée par la présence de la louche, dont la lumière est peinte en matière épaisse pour accrocher la lumière. Alors, il y a aussi dans cet éclectisme de cet artiste une activité qui peut parfois surprendre, mais Victor Lebob a été officier de réserve dans l'armée française, bien sûr, et dans l'artillerie. Donc, c'est une arme assez technique qui demande aussi une certaine pratique de calcul, de mathématiques. Et donc il terminera comme capitaine d'artillerie alors qu'il est né en 1859, donc âgé à 55 ans, il sera mobilisé en août 1914. Il quittera Rosny à ce moment-là pour aller, vu son âge avancé, il était dans ce qu'on appelle l'armée territoriale, c'est-à-dire qu'il n'était pas directement sur le front, il était à l'arrière, et jusqu'à 1917, il sera arrêté pour raison de santé. Il faut dire qu'il était déjà assez âgé, et à Verdun, il a commandé un dépôt d'obus, de munitions d'artillerie en tant que capitaine, et ce qui n'était pas forcément toujours de tout repos, puisque l'ennemi cherchait évidemment à localiser les dépôts de munitions pour les faire sauter avec de l'artillerie lourde, et ce qui est arrivé très souvent à Verdun d'ailleurs. Et par ailleurs, la sainte patronne des artilleurs, c'est Sainte Barbe, mais c'est aussi la sainte patronne des pompiers. Et Victor Lebob était véritablement passionné par les pompiers, et il a réalisé des illustrations sur ce corps des pompiers. Et comme il était aussi collectionneur d'œuvres d'art, il a collectionné toutes sortes d'objets et aussi des gravures concernant les incendies ou les pompiers. Et là, ce que nous exposons, ce sont des réalisations des illustrations, en fait, plutôt de garde-pompe, c'est-à-dire qu'avant la création des sapeurs-pompiers par Napoléon, eh bien, les soldats du feu s'appelaient des garde-pompes sous l'Ancien Régime. Donc ce sont plutôt des uniformes qui datent de la fin du XVIIIe siècle, de la période de Louis XVI. Et puis dans la même vitrine, nous avons aussi des objets, des aquarelles, qui montrent son intérêt pour l'uniformologie, pour la chose militaire et les gloires, notamment militaires de la République et de l'Empire, puisque Victor Lebob, à l'âge de 11 ans, a été très frappé par la défaite de la France contre la Prusse à Sedan. Et à partir de ce moment-là, il se mit à adopter des idées républicaines, tout du moins à être partisan du régime en place, sans être non plus, et on va le voir pour le plan suivant, un fanatique de la politique. On va voir qu'il est capable parfaitement de se détacher des passions humaines. C'est un des côtés aussi qui est très attachant dans sa personnalité. Alors, quand je parlais de politique, il y a un document que Victor Lebob a écrit en tant qu'officier de réserve. Il a participé à la destitution du capitaine Dreyfus en 1895. Et donc il a été témoin de cette dégradation et il relate ce qu'il a vu de façon très honnête. Et il faut voir qu'à cette époque-là, lorsque Dreyfus a été cassé dans son grade, l'immense majorité de la France était convaincue de sa culpabilité, y compris d'ailleurs Zola qui serait son défenseur plus tard, et même Clémenceau était convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Et là, ce récit
ce qui est particulièrement honnête, montre son détachement des passions humaines. Il raconte exactement ce qu'il a vu. Donc ça, nous vous invitons à le découvrir lors de cette exposition. C'est un document exceptionnel et qui montre l'honnêteté de cet homme et son détachement des passions humaines, comme je le disais tout à l'heure. C'est presque un peu une réponse aussi à ces vanités qu'il y a à travers, on a vu tout à l'heure, certains paysages qui créent une sorte de fascination à cette poésie de la gloire du monde qui passe et des passions humaines. Alors ici nous avons un petit chef-d'œuvre dans l'exposition, c'est un ensemble de carnets à dessin et d'aquarelles et nous exposons dans une vitrine des toutes petites boîtes d'aquarelles avec lesquelles l'artiste a travaillé non seulement dans ses voyages, que ce soit au bord de mer, mais aussi sur des quais de gare. Parfois, comme il avait gardé un appartement à Paris, il prenait le train Gare Saint-Lazare pour aller à Osny. Et en attendant le train, il faisait des petites aquarelles, des gens sur le quai ou dans le train, et même de locomotives, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi il y a des portraits charges qui sont très amusants des personnalités d'Osny, que ce soit des commerçants, le maire, etc., que nous exposons, alors qui sont dans les carnets, mais comme on ne peut pas les feuilleter, nous les exposons, y exposons des facsimilés. Il y a le chef de gare notamment avec toutes les perles du chef de gare d'Osny qu'il a pu noter, et également des dessins faits dans le train.